Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau numéro dédié au Mercato. On a échappé pour des raisons personnelles au premier débrief de la saison et cette défaite sur la pelouse de la Baie des Champs, 2 buts à 1. On ne va pas du tout l'évoquer, voilà. Celle-ci n'a jamais existé, voilà. On retrouvera le gym ce week-end à domicile contre Toulouse sur une pelouse abominable de l'Alliance Riviera. Mais aujourd'hui, ce soir, eh bien, on va parler de la dernière recrue de l'OGC Nice, un certain Moïse Bombito, défenseur central canadien qui a rejoint l'OGC Nice cette semaine. Voilà, vous avez l'habitude un peu de ces numéros-là qu'on a l'habitude de faire sur les dernières semaines. Eh bien, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Anis, suiveur assidu du championnat de MLS. On va pas dire quelle franchise tu supportes, hein, ou alors tu pourras peut-être en parler. Mais déjà, je te salue Anis et je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de l'invitation, Pancho. Ça va me faire un plaisir d'être là avec toi ce soir pour Alors, discuter. à Nice, avant de parler de Bombito et que tu nous apportes un peu des éléments de contexte, des éléments un peu de compréhension pour essayer d'en savoir le maximum sur le joueur, est-ce que tu peux un peu te présenter et dire ce que tu fais, on va dire, au quotidien en lien avec le football? Oui, donc moi en gros, c'est moi qui gère la plateforme Montréal Crack. En gros, je suis un scout indépendant. Je m'occupe d'aller errer sur les terrains de foot amateur ici sur Montréal et dans la province de Québec. En gros, j'essaye de repérer les prochains Moïse Bombito justement ici qui passent à travers les mailles du filet. Donc à tous les week-ends, je suis sur les terrains tous les jours et j'essaye d'un peu de retirer qui sera la prochaine étoile montante ici au Québec et au Canada. Ok, ok. Donc en fait, voilà, t'étais la personne parfaite en fait pour nous parler de Bombito et je salue également ton collègue scout Garincha qui m'a mis en relation avec toi s'il passe par là. Merci à lui. Yes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler un peu les éléments de contexte. Donc le deal s'élève aux alentours de 7 millions d'euros hors bonus. C'est un contrat de 4 ans. Et tu l'as dit un peu en off avant qu'on lance, c'est le transfert le plus cher de l'histoire pour un défenseur en MLS. Donc c'est un peu une information qui était un peu passée entre les mailles du filet. C'est la troisième recrue officielle. Après Tanguy Ndombele et Jonathan Klaus, on attend celle de Mohamed Abdelmenem et ce visa qui devrait être débloqué en fin de semaine. Euh, Avant de te poser un peu plus de questions, tu disais, voilà, chercher le nouveau Bombito, essayer de trouver le joueur qui passe sous les radars, en fait. Est-ce que c'est ça un Exact. peu Bombito, finalement, qui le définit dans son Totalement. parcours? Totalement. Ah, en fait, Moïse, c'est une histoire qui, à la base, si aurait pu ne pas arriver. Moïse, ce qu'il faut comprendre ici, au Québec, qui est une province du Canada pour ceux qui ne savent pas, mais on a un seul club pro, un seul club professionnel qui est en MLS, c'est le CF Montréal. Et donc une seule académie pro. Donc dans cette académie-là, qui compose peut-être une équipe U15, une équipe U17 et une réserve jusqu'à maintenant, euh, eh ben, il y a de la place peut-être pour 20 joueurs par équipe, soit 60 joueurs pour la totalité du Québec, ce qui est clairement pas suffisant. Donc, tous les autres joueurs qui peut-être n'arrivent pas à intégrer cette académie-là ou juste que la personne sur place ne trouve pas que le joueur est intéressant, ben ils errent sur les terrains amateurs. Et c'est là que justement je suis là, c'est ce que je regarde justement au quotidien. Euh, et donc, Moïse, c'est un exemple d'un joueur qui, lui, enfin, toute sa vie était sur les terrains amateurs. Toute sa vie était dans son club, chez lui, dans son quartier à Saint-Laurent. D'ailleurs, Moïse qui va porter le numéro 64, le 64, c'est pour son quartier, ici à Montréal, à Saint-Laurent. Donc, c'est un joueur qui, jusqu'à ses 20 ans, était ici au milieu amateur. À 20 ans,
c'est là qu'on aura le temps d'en débriefer, mais effectivement, c'est un joueur qui est passé sous les mailles du filet et c'est ce qu'a décrit justement le sélectionneur de l'équipe canadienne. Alors comment est-ce qu'on explique justement, est-ce qu'il y a un vrai manque dans les académies canadiennes pour que un joueur bien de ce type-là, finalement, avec peu d'expérience pour son âge, se retrouve à signer en Europe et à devenir finalement le défenseur le plus cher du championnat? Bon, après tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. Pour un peu faire pour que vous compreniez un peu comment ça peut fonctionner, un chemin de carrière qui arrive souvent ici. Euh, les joueurs qui ne sont pas en académie, ici en l'occurrence du CF Montréal pour la province du Québec, eh ben, ils sont au niveau amateur. Chacun joue dans son club au niveau amateur, U15, U16, U17. Ensuite, ils arrivent à un niveau semi-pro. Mais pour passer un cap ici au Québec, et c'est ce que Moïse il a fait, il a pris la décision de faire, c'est qu'à l'âge de 20 ans, il a décidé d'aller en université américaine. Et ça, c'est un chemin qui est de plus en plus utilisé, même de la part de joueurs européens. On voit de plus en plus de joueurs européens, même de France, par exemple, qui jouent par exemple, ils terminent leur U19 NAS. S'ils ne signent pas pro après U19 NAS, ils viennent en NCAA, ça s'appelle, en NCAA Division 1, NCAA D1. Et donc, ces joueurs-là vont rentrer dans un système qui leur donne 4 ans d'éligibilité pour pouvoir jouer devant des scouts, des recruteurs de tout l'écosystème foot nord-américain. Donc la MLS, la USL, la USL 1, la USL 2, la CPL même au Canada. Donc il y a plusieurs ligues qui justement scoutent le championnat universitaire. Moïse, à l'âge de 20 ans, il était encore en milieu amateur, talentueux. Il est allé tenter sa chance en université. Déjà là, il y a un autre facteur un peu entre guillemets de chance, c'est que lui, quand il a quitté pour les États-Unis, il n'est pas allé direct en grosse NCAA D1, en NCAA Division 1. Il, pour des raisons parfois académiques ou quoi, euh, les joueurs qui n'ont pas les notes nécessaires, ou il y a quelques autres raisons aussi, passent par un autre programme. C'est un peu la prépa, si on veut. C'est un peu la prépa pour l'université. Et Moïse, il a passé 2 ans de prépa. Donc, 20 ans et 21 ans, il ne jouait même pas encore sous les feux des projecteurs. À 20 ans et 21 ans, il jouait dans des terrains gazon naturel, tout ça, où il n'y a pas un chat, sauf ces universités-là en D1 qui viennent recruter leur prochaine classe. Euh, et à la suite de ces 2 années, Moïse, par la suite, est allé au New Hampshire en 2022 où il lui a suffi que d'une seule année pour que tout le monde soit ravi. Et puis, au bout de cette année, il me semble qu'il fait gagner le championnat de la conférence à son université. Et cette année-là lui a permis d'avoir un tag Génération Adidas. Alors qu'est-ce Donc, que... Alors ça, effectivement, on en a vu parler, ça signifie quoi concrètement? en gros, ce tag Génération Adidas vient avec tout un package financier ou En gros, c'est financier qui. un des gros prospects, les futurs Voilà, prospects exactement. d'une draft, quoi, en gros, c'est ça. Parce que généralement, les joueurs de première année universitaire n'ont pas le droit de se faire drafter en MLS, sauf s'ils ont le tag Génération Adidas, qui leur donne un peu un statut spécial, de joueur spécial qui leur permet justement de partir directement en MLS. Et ce tag, il est un peu compliqué. Souvent, c'est un club qui décide de donner ce tag-là à un joueur. Et si le joueur à qui il l'a donné arrive dans son rang de repêchage, il est obligé de le drafter. Il y a un peu des règles compliquées par rapport à ça, mais en tout, en soi, le tag Génération Adidas, c'est le tag de joueur spécial de première année. Moïse, vu qu'il avait fait 2 ans en prépa, à sa troisième année en 2022, il comptait comme joueur de première année universitaire. Hmm. Donc à 22 ans, il avait 4 ans devant lui d'université. Mais au bout de la première année, c'est là qu'il a tout cassé au New Hampshire et que finalement s'est retrouvé avec le tag et drafté troisième au total de la draft. Alors comment ça fonctionne un peu la draft? Est-ce que c'est un peu comme la NBA avec deux tours de 30 joueurs, Oui, c'est bien ça? euh, exactement. Après, il me semble que c'est 3 tours avec la NCAA.
si je me trompe pas. C'est vrai qu'en NBA, c'est 2 tours, mais là, pareil, exactement pareil. Le dernier au classement qui a le premier choix et ainsi de Hmm. suite. Avec une Heu loterie, avec un système de loterie pour déterminer. Non, il y a heu, pas. Pas pour la MLS, il me Ok. semble pas pour la MLS Draft. Et puis, bah, justement, là, en l'occurrence, Colorado tombe avec le troisième pick. Ça tombe que, heu, Moïse se fait sélectionner troisième au total et puis là, l'aventure commence et il signe pro il se fait sélectionner en décembre 2022. Moïse, c'est un 2000. Donc, voilà, c'est à 22 ans que là, il fait sa première année pro, et ça va être en 2023. Alors, tu l'as dit, il est drafté par les Rapids du Colorado. Ça représente quoi exactement cette franchise de conférence Ouest en MLS? Est-ce que c'est un, est-ce que c'est Ce une- n'est pas un gros marché, ce n'est pas un gros marché, c'est c'est une petite franchise dans l'état à Denver. Ça se compare, même, l'évaluation vient de tomber, l'évaluation de franchise vient de tomber. Colorado et par exemple, le CF Montréal, il me semble, sont les 2 dernières franchises de toutes les franchises, pro, des 5 grosses ligues en Amérique du Nord. Donc ce n'est pas un grand marché, de foot, heu, ou même de sport tout court, au niveau des 5 grands championnats, qui sont, bah, la NBA, le football américain, le baseball, le hockey sur glace et la MLS. Le Colorado se trouve dans le bas, dans les petites franchises. Hem, mais voilà, c'est c'est pas ça l'a pas empêché d'avoir une opportunité là-bas. Alors justement drafté en décembre 2022 et après comment ça se passe pour lui, enfin individuellement et collectivement sur cette année civile 2023 parce que encore faut-il le rappeler, le Oui, championnat se passe enfin n'a pas le même pas sur les mêmes plages de calendrier non. que nous. Son année donc civile 2023, elle est comment? Donc, justement, lui se fait drafter en 2022. Automatiquement, avec le tag Génération Adidas, il a un contrat. Donc, il y a pas d'ambiguïté sur s'il va avoir un contrat ou pas. Parce que des fois aussi, Poncho, les joueurs qui sont draftés sont renvoyés dans leurs universités. Ils ne sont pas signés. Donc, mais là, en l'occurrence, vu qu'il avait le tag Génération Adidas, c'était automatiquement un contrat qui lui était alloué. Euh, et comme tu as dit, la saison MLS, ça débute fin février, ça termine à peu près dans les alentours du mois de novembre. Donc, justement, là, il se fait drafter, il débute pré-saison. Malheureusement, Moïse se blesse dès début mars, se blesse. Donc, il fait la pré-saison, mais ne peut pas débuter avec le groupe. Il se blesse pour à peu près 2 mois pour une blessure au genou. Euh, c'est là justement qu'au bout de ces 2 mois, ne sera pas intégré avec la première équipe. Il sera tout doucement intégré en MLS Next Pro. Hmm. La MLS Next Pro, c'est une ligue réserve en gros en MLS où tu vas retrouver des joueurs très jeunes parfois parce que les clubs font surclasser leurs joueurs. Il peut y avoir des joueurs de 16 ans en Next Pro comme il peut y avoir des joueurs de 25, 26, 27 ans. C'est une ligue pro, mais c'est la réserve de c'est une réserve de MLS. Donc lui débute vers le mois de mai, comme ça en 2023, avec cette MLS Next Pro. Il joue ses matchs en Next Pro, mais par la suite, il fera son temps jusqu'à ce qu'il soit rappelé vers la mi-saison avec la première équipe en MLS. Ok. Et donc à partir de là, comment ça se passe? Enfin, concrètement, il revient de blessure. Est-ce qu'on sent directement un impact dans ces matchs? Est-ce Ben, il arrive à mettre d'accord tout le monde rapidement? Justement, lui, dès qu'il arrive, il joue 2 matchs en ex pro et ensuite il arrive avec le groupe pro. Donc, directement, il joue, et c'est là où c'est intéressant pour Moïse, c'est qu'il n'est pas tout de suite placé dans son fauteuil en défense centrale. Heu, il débute côté gauche et il est testé côté droit, même enfin, carrément latéral et piston. Donc
Moïse a été utilisé à toutes les sauces de par ses qualités dont on parlera justement grâce à ces qualités-là. Mais son oui, dès qu'il est arrivé, il a joué, ça c'est sûr. C'est pas un joueur qui a ciré le banc, durant des durées indéterminées. Il a joué dès qu'il est arrivé et justement, heu, là, si on suit bien l'échéancier, c'est qu'il est revenu en mai et le peu qu'il a joué en mai et juin lui a permis d'être sélectionné avec l'équipe canadienne pour la Gold Cup, dès l'été, dès le mois de juin. Donc toutes les 2 mois de compétition qu'il a eu lui ont permis de jouer en équipe nationale par la suite. Alors, ça vaut quoi aujourd'hui le championnat MLS en 2024? Bon, le championnat MLS, Ça va être difficile, je pense, pour toi de comparer avec un autre championnat. Mais aujourd'hui, est-ce que, voilà, on a vu qu'il y a pas mal de départs, voilà, Koné du côté de Marseille, ouais, bon, Bombito ah, chez nous, Cornelius également. Mais ça vaut quoi concrètement le championnat? regarde, le championnat MLS, c'est un championnat où tu vas trouver énormément de talent, mais souvent offensif plutôt que défensif. Donc, c'est un championnat où les matchs sont grandement ouverts. C'est un jeu de transition constamment. C'est très très nord-sud et c'est pourquoi on va trouver parfois des scores très fleuves. Il y aura énormément de buts de ce championnat. Des défenses des lignes, enfin, les espaces entre les lignes qui parfois ne font aucun sens. Et justement, il faut aussi relativiser sur le format de cette ligue-là où chaque équipe a le droit à trois. Et il me semble que là, il parle pour ajouter une autre spot de joueurs désignés. Donc, c'est des joueurs dont leur salaire va compter pour une fine marge dans le cap salarial, parce que le salaire est capé en MLS. Et souvent, enfin, logiquement, Poncho, si chaque équipe a que trois joueurs qui peuvent dépasser ce cap salarial-là, on va pas prendre deux de ces trois joueurs-là et les mettre en défense centrale. On va avoir du talent offensif, justement. Si on veut des stars, on veut que ce soit des stars offensives. Et même d'une pierre deux coups, si tu veux vendre des billets, c'est pas des billets, tu vas pas les vendre avec un milieu défensif ou nécessairement un central. Donc souvent, ça sera des stars offensives, comme on les voit de plus en plus. Bah, en l'occurrence, les Messi, les Suarez et tout. Euh, et c'est pourquoi les défenses seront pas au même niveau que les attaques en MLS. Souvent, tu auras une attaque de très haut niveau et dans la même équipe versus une défense lente ou inexpérimentée. Alors, est-ce que c'est forcément une bonne chose là ce que tu nous dis? Parce qu'on pourrait se dire, Bombito justement surnage dans un championnat où la défense n'est pas forcément quelque chose euh, on va dire, de très présent. Est-ce qu'il surnage par rapport à ça ou est-ce que vraiment, et c'est une question que je voulais te poser, est-ce qu'il est au-dessus fondamentalement? Mais en fait, c'est sûr que il y a lieu de se poser cette question-là si Moïse n'avait pas ce qu'il avait fait à la Copa América. Parce que la dernière Copa América a vraiment affiché les couleurs de Moïse comme étant le joueur que les gens qui le connaissent, qui l'ont vu jouer, pensent, pensent qu'il est. Donc, oui, effectivement. Déjà, Colorado, là en ce moment, c'est quatrième au classement, déjà, donc sans avoir nécessairement la meilleure offensive non plus. Donc, c'est une équipe qui se tient bien, c'est une équipe solide. Moïse a montré, enfin, malgré, malgré un peu un décalage entre son équipe et le reste de la MLS, Moïse ne joue pas avec Messi Suarez, hein. Donc, ils sont capables de faire des performances, d'être une équipe solide match après match. Et déjà, ça, c'est pour la MLS. Euh, il montre aussi sur plusieurs phases de jeu que, enfin, il est spécial. Vous avez tous sûrement vu ses qualités athlétiques. Tout récemment, il a été flashé à plus de 37 km/h. Euh, on dit justement il aurait été le deuxième joueur le plus rapide d'après Kylian Mbappé dans la dernière Ligue des Champions, au niveau des vitesses flashées. Hmm. Et même le joueur le plus rapide de Bundesliga, hein, dans la dernière saison au niveau des vitesses flashées. Donc, Moïse, vraiment, physiquement, c'est un monstre.
Il fait le mètre 91 également. Donc, enfin, les deux ensemble, ça donne une brute physiquement. Et pour revenir à ce que je disais, justement, si peut-être il y a un biais au niveau du championnat, mais à la Copa América ou comme contre la France et la première mi-temps des Pays-Bas, on voit clairement que Moïse, c'est un patron derrière ou sur plusieurs phases défensives, c'est tenir son adversaire à un contre un très, très, très solide. Dans la relance, très, très propre, jeu court, jeu long. Euh, vous allez voir que c'est un joueur qui n'hésite pas à conduire son ballon, à fixer. Même en MLS, à ses tout débuts l'année dernière, euh, enfin, il y a un match où il débute latéral droit, mais tu le vois débouler côté droit, tu ne dis pas que c'est un central. Et même, il y a une action où il fixe passement de jambe, décalage et tire du gauche d'une façon aussi fluide que n'importe quel autre ailier de MLS. Euh, c'est dire le talent du jeune, le talent brut du jeune. Donc, non, honnêtement, c'est pas biaisé parce que justement, il y a une confirmation contre de grosses équipes à la Copa América. Ouais, c'est vraiment la Copa América là, de cette année qui a permis aux joueurs de prendre une nouvelle dimension. T'as ce sentiment-là? Parce que Moi, j'ai ce il arrivait sentiment. dans la peau d'un titulaire en sélection canadienne ou pas? À ce moment-là. Voilà la distinction. En fait, il y a eu un changement de sélectionneur au début de l'année. Le précédent sélectionneur n'avait pas Moïse dans ses plans pour quelconque raison. Euh, Même les qualifs à cette Copa América, Moïse ne les jouait pas. Il était sur le banc. Par contre, lorsque Jesse Marsh est arrivé, c'est là que, enfin, il y a eu un changement. Il y a eu peut-être un contexte aussi qui jouait parce que certains titulaires étaient devenus remplaçants dans leur club, ce qui donnait une opportunité à Moïse. Mais je pense que le coach, le sélectionneur avait déjà cerné le type de joueur qu'il avait entre ses mains. Et dès les matchs amicaux, dès les préparations, euh, enfin, Pays-Bas, France, à partir de là, c'était fini. La charnière, ça allait être Moïse et Cornelius. C'est pourquoi même dans le premier match, pour être honnête, le premier match, il y a pas 100% du match où Moïse est enfin, indiscutable, dans le sens où il est sur la course de Julian Alvarez qui mène au but. Mais sinon, honnêtement, pour tout le reste de la Copa América, c'est un patron derrière et honnêtement, c'est indescriptible. Alors, je t'ai posé aussi cette question-là avant qu'on lance, plus par rapport au montant en fait du transfert. Alors, lorsqu'on met tout en contexte, hein, on voit des transferts qui n'ont ni queue ni tête dans une bulle financière du football qui est par moments délirante. On est, on va dire, 7 millions d'euros, peut-être entre 7 et 10 millions d'euros si on prend les bonus. Euh, Est-ce que pour toi ça les vaut? Est-ce que pour toi c'est sous-payé, c'est surpayé? Et est-ce que tu peux nous faire un comparatif avec les deux autres joueurs canadiens qui ont signé à 200 km plus à l'ouest de chez nous? Oui, ben, déjà, par exemple, pour ta dernière question, Ismaël Koné et Cornelius, c'est un tout petit peu différent parce que Ismaël Koné vient de Watford. Donc, par contre, Watford prend Ismaël Koné pour 10 millions. Maintenant, on parle d'un autre marché. On parle du marché anglais, revenus différents. Donc, c'est clair que 10 millions pour Ismaël Koné à cette époque-là, peut-être que ça fait un peu plus de sens. Certains te diront que non pour ce qu'Ismaël avait fait, mais en tout cas, ça c'est une autre discussion. Cornelius, je crois, part pour 4 millions, par exemple, mais lui aussi vient de Malmö. Euh, mais justement, c'est là où c'est intéressant. C'est que si Cornelius part pour 4, pour moi, ça fait le 7 millions, c'est une très très bonne affaire de l'OGC Nice. Il n'y a pas photo entre les deux joueurs, à mon avis, que ce soit dans tous les secteurs. Que ce soit défensivement, Moïse est un joueur, enfin, il n'y a pas photo entre les deux athlètes. Euh, Moïse, comparativement à Cornelius, c'est un joueur qui peut se retourner, qui pivote très bien, à un contre un,
ça va être difficile de le prendre. Moïse a un contrat, peut couvrir énormément de positions. Contrairement à Cornelius, comme je t'ai dit, Moïse arrivé en MLS, il jouait latéral gauche et Moïse il est droitier. Donc il jouait latéral droit, central gauche, central droit. Donc honnêtement, il peut s'adapter à tous les systèmes possibles et c'est ce qui fait de lui, comparativement à Cornelius qui enfin, n'offre pas cette polyvalence, et n'offre pas non plus cet apport un peu offensif dans la qualité de relance, dans la conservation du ballon, dans la façon dont il se sort du pressing. Moïse, c'est un joueur qui n'aura pas peur du pressing adverse. Il pourra se sortir de là. Parfois, a un peu trop confiance, mais honnêtement, il a confiance en ses qualités physiques. Même s'il se fait enlever le ballon, il sait qu'il pourra revenir couvrir. Maintenant, dans un championnat comme la Ligue 1, ça va être différent, par exemple, de la MLS. Le type d'attaquant va être différent. Faire une erreur, enfin, donner le ballon plein axe à un milieu de terrain de Ligue 1, ça ne sera pas nécessairement la même chose qu'un milieu de terrain de MLS. C'est peut-être là où il devra faire un ajustement et que les fans doivent un peu peut-être réduire, enfin, donner du temps plus que réduire leurs attentes, mais vraiment donner du temps d'adaptation à Moïse. Euh, donc, non, pour le prix, 7 millions, pour moi, ça fait du sens. Surtout, aussi, il faut revoir sur les valeurs de transfert que le club a fait par le passé pour des joueurs qui avaient peut-être moins de confirmation que Moïse. Hein. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que Mattia Vitti, peut-être il avait, parce que je suis un petit peu. Voilà. Ouais, Anis a beaucoup de qualités parce qu'il vient nous faire un numéro sur Bambito, mais en plus, il suit également l'OGC Nice, hein. C'est dire la pépite, hein. Non, ben oui, honnêtement, c'est un club que j'aime beaucoup de par juste sa culture foot, sa culture de jouer au ballon, tout ça. C'est pour ça que ça m'avait charmé depuis l'époque Lucien Favre. Mais oui, par exemple, un joueur comme Mathia Vitti, je vois pas, il coûte plus cher Vitti que Moïse. Robson Bambou, voilà, c'est là avec Moïse, vous vous faites pas voler du tout, du tout. Et comme tu as mentionné, c'est dire le joueur que vous prenez parce que c'est le défenseur central le plus cher de l'histoire de la MLS. Comme je le mentionnais plus tôt, la MLS, c'est un championnat où les attaquants, où les milieux offensifs, les milieux de terrain vont briller parce que les défenses sont ouvertes. Moïse a tellement performé qu'on sait le ressortir en tant que défenseur. Donc, je suis pas convaincu qu'il y aura un prochain défenseur qui va se vendre pour un prochain central qui va se vendre pour 7 millions comme ça après Moïse de sitôt. Alors, il y a une attente aussi, tu l'as dit, hein, euh, qui est décuplée, liée au fait qu'il remplace un joueur qui a marqué l'histoire récente de l'OGC Nice, hein, à savoir JC Todibo qui est parti du côté de West Ham. Euh, En termes de profil, vu que tu as vu Todibo et que tu vois à peu près le joueur, est-ce que tu penses que ça va être lui un peu qui va le remplacer? Parce qu'il y a aussi un changement de dispositif annoncé sous Frank Hayes. On sait qu'il y a de fortes chances, du moins je pense, que Dante ait cette place un peu de premier relanceur, un peu de, euh, de quarterback en fait, hein, finalement, de cette défense à 3. Axe gauche, il y a du monde. Il risque d'y avoir du Antoine Mendy, du Youssouf, du Abdelmenem. J'ai l'impression que ce Bombito ira sur cet axe droit. Euh, comment tu le sens, toi? C'est vrai qu'il y a. Moi, je pense que justement, ce qui unit les choses encore mieux, c'est le fait que là, il y a un Jonathan Klaus qui arrive côté droit. Jonathan Klaus qui est pas reconnu hein, pour ses efforts défensifs, mais Moïse, tu peux dormir sur les deux oreilles là, de ce côté-là. Parce que couvrir de l'espace, il saura le faire. Il saura couvrir énormément d'espace. Bon, c'est sûr qu'il ne doit pas être seul. Il doit avoir tout le temps, tout le temps un premier cadreur qui doit être Jonathan Klaus. Mais Moïse sera le joueur qui va vraiment très très bien couvrir son secteur de terrain. Et ben oui, JC Todibo, c'est sûr que là, tu le compares à un joueur qui, techniquement, c'était très, très, très fin. C'est un joueur qui peut-être pouvait mettre le ballon dans la plus fine porte. Euh, faut peut-être mesurer ses attentes par rapport à Moïse. Par exemple,
je vois un peu plus, et là, il faut faire attention à ce que je vais dire, mais je vois un peu plus de similarité avec un Nathan Saliba. Excuse-moi, un euh, Saliba de Arsenal qui est passé par le gym. J'ai dit Nathan parce que c'est un joueur du CF Montréal qui s'appelle Nathan Saliba. Mais Saliba qui est passé par le gym, qui est maintenant Arsenal, je vois un peu plus de similarité avec ce type de joueur-là qui est beaucoup plus complet. Saliba qui est un joueur très très fort défensivement. C'est également un monstre physiquement qui, enfin, dans les duels aériens, à un contre un, dans l'anticipation, ça va plus ressembler, et vous allez le voir, un profil comme Saliba, je pense, qu'un profil comme JC Todipo. Ouais, c'est t'es passé de Saliba à... Non, non, mais waouh, tu peux C'est dans comme... le profil surtout, Ouais, dans le dans le profil. profil. Non, mais parce que c'est vrai que... Qui est complet, qui est très complet. Mais je vois ce que tu veux dire. Moïse sera pas le joueur qui offensivement va apporter autant que JC Todibo, à mon avis. Euh, mais voilà, la marge de progression est là. Et comme toi, comme moi, on n'a que vu un an pro de Moïse. Et Moïse n'a que un an pro dans ses jambes. Donc, honnêtement, il peut tout autant me surprendre. Alors, justement, pour toi, son seuil, c'est quoi? C'est où? Est-ce que c'est performer, devenir une idole à l'OGC Nice? Est-ce que le plafond de verre Mais peut être encore plus haut pour toi? c'est sûr, le plafond de verre, c'est sûr. Enfin, le plafond peut être plus haut pour Moïse. Clairement, comme j'ai dit, il a un an pro maintenant sous la cravate. Donc, c'est clair que à certains moments, peut-être dans les points d'amélioration pour Moïse, ce serait qu'il regarde un peu ce qui se passe devant lui. Il a un peu trop parfois confiance en ses capacités et sous-estime euh, peut-être la vitesse du joueur en face de lui. C'est parfois fait prendre sur les talons. Donc, mm, il lui faudra cette adaptation-là à cette nouvelle vitesse de jeu dans son nouveau championnat. Parce que mine de rien, c'est comme si là, il sort d'une adaptation à MLS Hmm. et est transféré tout de suite à un niveau supérieur. Donc, effectivement, il va falloir mesurer ses attentes du côté des dirigeants niçois et des supporters. Mais comme je viens de dire, il pourra autant me surprendre, moi qui a beaucoup vu Moïse jouer. Enfin, on l'a vu techniquement, c'est propre. On l'a vu athlétique, comme aucun athlète. C'est le deuxième plus rapide de Ligue des Champions l'année dernière. Enfin, c'est quoi qui peut arrêter Moïse? Je sais pas. Il peut jouer sur divers systèmes, euh, pied gauche, pied droit. J'espère que je me tromperai pas quand on va se reparler dans quelques mois. Mais c'est honnêtement, c'est un très très fort pari. Ouais, et puis on se le disait aussi, hein, par rapport aux similitudes des deux recrutements entre Abdelmenem et Bombito, à savoir des joueurs, on va dire, accomplis. Alors, l'un avec plus d'expérience que l'autre, mais quelque part des références dans leur championnat et dans leur pays. Et c'est vrai que ben, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir on va aller scouter, on va peut-être faire des paris un peu plus originaux, un peu plus exotiques Oui, que par exemple Tanguy Ndombele ou Jonathan Klaus, qui sont au demeurant de bons joueurs, mais qui nécessitent pas non plus du scoutisme ultra fin, mais plutôt un pouvoir de négo, voilà, pour le coup, mais oui. et des Mais connaissances forcément. justement, tu dis très bien parce que, enfin, juste pour reprendre ce que, parce qu'après la dernière Copa América, le sélectionneur canadien, il a fait le débrief de cette Copa América ici à Montréal en conférence de presse. Ça, c'est un quote que vous allez pouvoir tous trouver sur YouTube, hein. Vous faites que taper Jesse Marsh, Moïse Bombito. Il dit, Jesse Marsh, il est passé par le Red Bull Salzbourg, par Leipzig. Il dit, c'est pas normal qu'un joueur comme Moïse, on le découvre qu'à 23 ans. Parce que Moïse, il a fait aucune catégorie de jeunes. Euh, et JC March, il surenchérit en disant, moi j'ai entraîné Konaté, Upamecano, Gvardiol, et Moïse Bombito, il est dans cette catégorie. Donc là, ces trois défenseurs-là, c'est des vrais joueurs. Euh, c'est dire justement, quand tu me demandes par rapport au plafond,
Ben, voilà le plafond. Même c'est Jesse Marsh là qui vient de vous le donner. Je crois pas qu'il l'aurait dit de n'importe quel défenseur, il l'a pas dit de Cornelius. Donc c'est dire justement un peu le projet, le profil, le pari que vous avez. Parce que même nous à Montréal, il nous étonne constamment. Faire All-Star MLS à sa première vraie année, parce que là, on n'en a pas parlé, mais là, il fait All-Star MLS justement. Donc, et je reviens là-dessus parce que tu mentionnais Abdelmonem, justement, qui est une référence chez lui, mais là, vous avez une référence en Amérique du Nord, 100%. Là, j'avoue que la déclaration de Jesse Marsh que je n'avais pas, voilà, Allez la voir. bah voilà, ça met des frissons. Donc, on va lui souhaiter, ne serait-ce que Ouais. peut-être la moitié de certaines carrières ou de certaines Ben réussites, hein, justement, mais parce que je sais très bien, Poncho, là, en ce moment, comme toi, comme moi, on n'a pas énormément de matériel sur quoi te décrire Moïse. Moi, je peux te décrire juste sur un an. Tout ce qu'il a fait en universitaire, tout ça, il a surnagé. Mais là, sur un an pro, enfin, il a étonné tout le monde. Et c'est pour ça que, enfin, on peut parler de ses qualités jusqu'à demain, mais il va falloir qu'il arrive sur une concurrence de niveau Ligue 1. Et enfin, moi, je te donne les grandes lignes de ce qu'est Moïse. Je te dis que le plafond, ben, il est là où il est, mais ça va être à lui bien sûr, vraiment de nous surprendre parce que il n'a qu'un an pro. bien sûr. Euh, je voulais voir avec toi aussi. Alors, tu as parlé de beaucoup de qualités. Mhm. Dimension athlétique, tu as parlé aussi des qualités de relance. Euh, le fait que, voilà, en un contre un, il était redoutable et qu'il pouvait aussi se permettre par moment d'être un peu en retard pour compenser. Quels sont ses points de progrès concrètement? C'est encore un jeune joueur parce que c'est vrai qu'on Ouais, est, on est dans ce c'est ça. registre de voilà, les joueurs, ça se révèle vers 18, 19, 20 ans. C'est vrai qu'on est un peu matrixé par ça, alors qu'on oublie que eh bien, il fait 24 ans ou il a déjà eu 24 ans. Ouais, Cette année, ça reste quand même des exact. jeunes joueurs. Ça reste quand même des très jeunes joueurs avec une marge de progression très importante. Tu dirais quoi par rapport Ben, à ces petits défauts? bon, c'est sûr que oui, Moïse, c'est clair que si vous revoyez par exemple les matchs qu'il aurait pu faire contre, ne serait-ce que tout simplement à la dernière Copa América, c'est clair qu'on voit des situations où, comme tu as dit, enfin, fait beaucoup confiance en ses capacités, parfois laisse un peu trop d'espace à son adversaire. Il y a certaines situations où il est pris à regarder le jeu devant lui plutôt qu'à anticiper et à aller se mettre sur son vis-à-vis. Il y a quelques situations comme ça où je pense, pour moi, c'est juste dû au manque d'expérience de ce niveau-là. Parce que encore une fois, la Copa América, c'est pas le niveau MLS. Donc, même s'il a brillé, enfin, c'était 6 matchs pour lui dans un nouveau niveau dans lequel il n'a jamais évolué. Donc, pour moi, ces axes de progression sont surtout sur l'adaptation à la vitesse de jeu, un peu aussi au niveau de concentration. Il sait oublier à certains moments sur sa ligne où, enfin, n'est pas sur la même ligne. Bah, d'ailleurs, avec son compatriote Cornelius, et laisse un attaquant partir en profondeur dans son dos, ou en diagonale vers lui, ou peut-être une communication a été manquée. Mais c'est vraiment sur ces petits axes, parce que c'est sûr, si tu regardes, encore une fois, si je te dis, si tu regardes le match contre l'Argentine, le premier match, le premier match du groupe, mais tu vas dire c'est une catastrophe parce que ça va dans tous les sens. Il y a des joueurs, il y a des phases où les Argentins sont seuls contre le gardien à partir du milieu de terrain. Donc c'est vraiment, mais c'est pas tout à mettre sur lui, mais c'est clair qu'il fait partie de cette charnière. À un certain moment, il y a eu enfin, des relais, des communications qui n'ont pas été faites, et puis il y a de l'espace qui n'a pas été couvert. Mais il y a certains moments où, par exemple en MLS, dans un niveau un peu inférieur,
il a pu faire un peu trop confiance en ses capacités et s'est vu l'attaquant dans son dos. Donc, c'est vraiment au niveau concentration. Parce que tout le reste, honnêtement, ses appuis, il peut, coordination, même en manque d'équilibre, il pourra mettre le pied pour grappiller un ballon. Enfin, c'est vous allez voir, c'est tout un athlète. Et quel type d'homme c'est? Si jamais enfin, tu as pu voir des Ben, interviews personnellement, au lien. je l'ai rencontré une fois. Ok. Je l'ai rencontré une fois, un chic type, pour suivre un peu ce qui se passe, sur Montréal. C'est quelqu'un qui redonne énormément à la communauté, surtout de Montréal. C'est quelqu'un qui est très, très fier d'où il vient et qui aime redonner au prochain. Donc, il hésitera jamais, jamais à dire bonjour, à prendre une photo ou quoi. Ça, j'en suis convaincu. Vous avez vraiment, vraiment une excellente personne. Pour connaître personnellement, des gens qui l'ont formé pendant plusieurs années, eux, ils me disent la vérité sur ces joueurs. Euh, Moïse, c'est top, top personnalité. Et puis, ben, c'est pas quelqu'un qui est baigné dans le star system, hein. Pour lui, c'est un peu nouveau. Bon, ça peut être nouveau, certaines personnes peuvent ne pas aimer ça, mais c'est quelqu'un qui est vraiment poli, respectueux. Là-dessus, 10 sur 10. Et le lien avec les supporters, tu sais, le comportement qu'il va avoir sur le terrain, est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est quelqu'un qui va, tu vois, secouer tout le monde si ça va un peu moins bien? Est-ce qu'il a, ça lui arrive de porter le brassard, par exemple? Tu dirais que c'est quel profil, tu sais, de joueur? Mais si je me fie uniquement à ce qu'on voit, par exemple à Colorado, c'est un joueur qui a de la poigne, il a de la voix. C'est un joueur qu'on voit souvent aller voir les supporters, réveiller les supporters. C'est quelqu'un de très vivant. Vous allez avoir quelqu'un de très vivant. Il saura, enfin, je suis pas dans le vestiaire des Colorado, mais de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui se fait entendre, puis il a une personnalité. C'est vraiment quelqu'un avec une personnalité. Il passera pas inaperçu. Eh bien, ça m'a l'air très très positif. Euh, Moi, en tout cas, j'ai fait le tour à Nice. Si tu vois d'autres choses à rajouter par rapport aux Ouais. joueurs. Bah non, écoute, je pense qu'on La on a fait dimension peut-être offensive, le tour. j'ai vu quand même qu'il avait pas mal marqué. Enfin, genre le rapport nombre de matchs Ouais, joués but marqué. Euh, 2 tout- buts de la tête. ouais, 2 buts de la tête. Comme je t'ai dit, le 1,91 m et les stats le prouvent, et même les yeux vont te le prouver. Quand tu le vois aller aussi rapidement, le joueur extrêmement rapide ne peut pas avoir une faible détente. Ça sera les mêmes muscles dans le bas du corps qui vont être, qui vont être utilisés pour ces deux motions. Et il fait le 1,91 m. C'est très très logique qu'il va avoir un corner favorable et la mettre au fond des filets avec son gabarit et ses capacités physiques. ok. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air même très bien. Je te remercie en tout cas, Anis, pour toutes ces informations, pour, on va dire, ce récap complet du joueur, de l'homme, de ses qualités. Euh, voilà, on va voir ce que ça va donner, peut-être déjà dès ce week-end contre Toulouse. Il est à l'entraînement depuis plusieurs jours. Et donc, à l'heure où cette vidéo est enregistrée, eh bien, il y aura la conférence de presse à 13h eh bien, qui viendra un peu on va dire, clôturer ce dossier dans l'attente aussi de l'international égyptien Abdelmenem. Anissa, encore un grand merci à toi pour ton expertise. On se retrouvera eh bien, peut-être dans quelques mois pour faire un état des lieux eh bien, du joueur. Voilà, je te remercie et j'invite eh bien, toutes les personnes qui sont on va dire, intéressées par le football canadien, la MLS, à suivre le compte Montréal Cracks sur Twitter. Je ne dirai pas X, ce sera toujours Twitter. Mais voilà, encore un grand merci à Nice et puis je te souhaite
une belle journée à toi du côté de Montréal. Et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup, Poncho, de ton invitation, puis à bientôt. Merci. On se voit nous dimanche, normalement, si tout va bien, pour le débrief de Toulouse. Passez une très très bonne journée. À très vite.